bonjour, en fait, par rapport à ceux qui étaient là ce matin. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Donc, d'abord des excuses parce que je ne savais pas du tout que je devais intervenir là-dessus. J'avais lu que, comme les retraités sont un peu feignants, j'avais lu le début du programme, j'avais lu que ce matin j'étais concerné, mais je n'avais pas vu que cet après-midi je l'étais. Bon, alors donc je suis évidemment un peu gêné parce que j'ai préparé de particulier, ce qui va m'obliger à rester plutôt sur des généralités ou du moins sur, peut-être pas, c'est pas négatif dans le sens de se tenir à l'essentiel. Par contre, vous me pardonnerez si je n'ai pas les références exactes parce que ma mémoire, évidemment, a besoin de béquilles aujourd'hui et il me faudrait regarder dans mes papiers les textes, les références, etc. Donc je laisse à vos formateurs ou à d'autres intervenants le soin de préciser. Je m'en tiendrai donc à ce que, comme je disais ce matin, je suis capable de vous dire, c'est-à-dire les souvenirs que j'ai des problèmes tels qu'ils se sont posés, les difficultés que nous avons rencontrées, les erreurs que nous avons faites, les espoirs que nous avons nourris, et éventuellement des solutions que nous avons apportées, mais qui mériteraient bien sûr aujourd'hui d'être dépassées. Et c'est à vous d'inventer l'avenir à partir, bien sûr, de ce passé dont je suis un témoin parfois très maladroit. Voilà. Donc l'évaluation, bon, j'improvise là d'après ce que j'entendais. Bon, effectivement, les 30 dernières années, c'est vrai que brutalement apparaît le problème de l'évaluation. Brutalement, disons pourquoi, sociologiquement, si on regarde bien, bon, étudiants, on parlait d'évaluation, mais ce n'était pas central. On parlait d'évaluation de quoi? Dans les vieux bouquins, dans les vieux documents que j'observais quand j'étais étudiant, c'était l'évaluation de la morphologie, de la valeur physique, le VARF, mes collègues de Belin du Coteau. Mais je ne me rappelle même plus. Vitesse, je ne sais pas ce que c'était. Adresse, résistance, voilà. Donc vous voyez, on parlait de ça. Bon, effectivement, et dans les cahiers de nos collègues que nous avions eu comme professeurs, il y avait un peu ce souci d'évaluer l'évolution physique selon un modèle de représentation de la valeur physique qui était la force, l'adresse, la résistance. Et c'était pas sot, c'était intéressant, un peu formel. Alors effectivement, on voyait que l'élève avait progressé en taille, qu'il avait progressé en envergure, à la spirométrie. C'était des effets constatés d'une éducation physique de l'époque, c'était pas sot. Puis le passage à autre chose qu'une gymnastique, disons, fondée sur des exercices, et le passage, ce dont on a évoqué ce matin avec force détail, vers les pratiques physiques, les activités physiques et sportives telles que nous proposait le texte de 67, nous a amené à plutôt évaluer les performances, c'est-à-dire les résultats au sens des résultats des apprentissages, et non pas le résultat sur la valeur physique. C'est-à-dire, bon, et donc là on était plutôt style brevet sportif populaire, c'est-à-dire le triathlon, puis une note de natation. Alors évidemment, là se posait déjà le problème entre l'évaluation des activités qui pouvaient être très objectives, chronomètre, le mètre, ça c'était objectif, ça nous le laissait absolument après, et puis l'appréciation de la valeur au sport collectif, où là il n'y avait pas d'instrument, sinon la parole du professeur, ou la gymnastique avec la note artistique, la note qui était plus tout à fait du domaine objectif. Donc quelques difficultés méthodologiques évidemment à mettre en place ça, mais dans le contexte institutionnel, la note n'était pas obligatoire dans le système scolaire, donc ça figurait comme une appréciation en bas du carnet des élèves. Finalement, bon élément, habile, enfin voilà, ou au contraire n'a pas écouté, dissipé, enfin oui, des appréciations sur le comportement beaucoup plus global, mais qui n'aboutissaient pas nécessairement à une note. Et finalement, bon, autant que je me souvienne, bon, ça ne peut, voilà, c'était le contexte. Puis d'un seul coup arrive ce tournant effectivement à la fois des instructions de 67 et puis de l'intégration en 81, donc cette période 70-80, une dizaine d'années, où là, progressivement, on nous demande des comptes.
on nous demande de dire, mais oui, bon, c'est bien gentil, le VAR, vous ne le faites plus, l'appréciation globale, mais si vous voulez être une discipline comme les autres, il faut des notes. Il faut des notes. Donc, progressivement, en même temps qu'on nous propose de réfléchir sur les contenus, cognition verticale, 83, etc., en même temps, on nous demande des systèmes d'évaluation. Alors, comme je vous le dis, la pratique habituelle, c'était plutôt la performance, avec l'équilibre qui nous paraissait honnête. Tout le monde ne peut pas être bon en athlétisme, mais comme on fait l'athlétisme, la gymnastique, ben, le petit sera meilleur à la barre fixe qu'en hauteur, et on trouvait ça à peu près juste, et avec bricolé comme ça un petit peu des notes. Mais toujours, comme on le disait ce matin, pas vraiment une évaluation des effets sur l'éducation, pas une évaluation de l'éducation, une évaluation des apprentissages, ce qui est quand même un petit peu différent. Et c'est vrai que si on avait voulu évaluer une éducation physique, comme on peut évaluer une éducation motrice, ou une éducation artistique, voire une éducation scientifique, c'est beaucoup plus compliqué que d'évaluer les apprentissages en mathématiques, en géographie, ceci ou cela, où, en fin de compte, le système scolaire propose telle ou telle tâche, et dans cette tâche, il y réussit, et c'est le signe que, dans ce domaine-là, il semble avoir acquis les outils pour être un bon scientifique, un bon communicant, un bon littéraire, un bon artiste, ou un bon, finalement, entre guillemets, quelqu'un d'habile du point de vue de la motricité, sinon un bon sportif. Voilà le contexte. Alors, nous sommes là, donc, dans une période, cette période où on se demande qu'est-ce qu'il y a à évaluer en éducation physique, qui ne soit pas simplement la performance, parce qu'on avait quand même le sentiment que, quelque part, ce n'était pas tout à fait ce qu'on a dit. Je vais vous caricaturer comme je l'ai fait ce matin, parce que c'est mon style, et vous le savez. Moi, je disais aux jeunes, bon voilà, soit en hauteur, je faisais des cours soit en hauteur, et puis il y avait un petit et un grand. Vous savez, en sixième, il y a une grosse différence. Hein. On apprenait le ventral à l'époque, et pas le Fosbury. Et voilà le grand qui faisait le contraire de ce que j'enseignais. Au lieu de faire élever la tête, au lieu d'aller vers le haut et de tourner, il plongeait derrière et il sautait très haut. Et puis le petit qui m'avait écouté, qui faisait tous ses efforts, qui prenait sa course d'élan, qui sautait, qui remontait, qui faisait des pirouettes, qui tombait là où je lui avais dit qu'il fallait tomber. Lui, il sautait moins haut. Mais il faisait ce que je lui avais dit. Alors la note. Toi, tu ne m'as pas écouté, tu aurais une mauvaise note. Monsieur, je suis le meilleur, je suis le champion. L'autre, oui, bon, alors comment on fait-on? Comment fait-on? Moi, je voulais noter ce que j'avais enseigné. Je ne voulais pas noter l'envergure ou le capital naturel de l'individu. Vous voyez, voilà l'ambiguïté. Alors, on a commencé à chercher moyen de tenir compte à la fois, après tout, de la performance. C'est lui qui saute le plus haut, il faut bien le valoriser, sinon c'est plus la peine de prendre cette activité-là, où elle perdait tout son sens. Et d'ailleurs, 20 ans, 30 ans après, en tant que président du CAPES, ou de président ou inspecteur, j'avais des parents d'élèves qui disaient comment au baccalauréat mon fils qui est champion de sa rue ou de son quartier en vélo ou en cyclisme, comment il n'a pas le droit de prendre ça au baccalauréat, pourquoi il n'a pas une bonne note, vous voyez. Donc bien obligé de tenir compte de la réalité sociale qui est les activités que l'on prenait comme support, comme moyen, comme on l'a dit ce matin, de l'éducation physique. Mais d'un autre côté, quelque part, on cherchait autre chose. Donc, on a dit, donc on a commencé, moi je me souviens en tant qu'enseignant, je donnais 3 critères de plus. C'est-à-dire qu'on prenait la performance, on prenait un barème simple, le barème Le Tessier, pour le son hauteur, qui était fait à partir de statistiques des scolaires, et on savait qu'en moyenne, les meilleurs faisaient ça, les moins bons, etc. On faisait des barèmes compréhensibles des élèves, c'est-à-dire que chaque fois que tu montes de 5 points, tu prends 1 point, la moyenne est à ça, le 12 est à ça, le 8 est à ça. Il fallait essayer de le rendre concret pour ne pas que l'élève soit simplement dire j'ai fait ça, puis aller chercher dans un bouquin sur la table Le Tessier ou la table ceci ou cela d'une note, essayer de qu'il ait tout de suite sa note.
Pourquoi? Parce que, du point de vue de l'apprentissage, il n'y a pas d'apprentissage sans connaissance des résultats. Si vous n'avez pas la connaissance des résultats immédiats, vous n'apprenez pas. Donc, il fallait se rechercher une connaissance des résultats immédiats. Alors là, la connaissance des résultats immédiats, j'ai touché le fil ou je n'ai pas touché le fil, je refais ou je ne refais pas. Ça, c'est une connaissance immédiate. Mais après, la note, là aussi, il faut savoir où je me situe. Donc, un barème simple, accordé par rapport au barème de Tessier, donc affiché au début du cycle, dans le vestiaire, de façon à ce que chacun puisse savoir quelle était sa note de performance. Mais, comme moi, je voulais valoriser ce que j'avais appris à l'élève, à tort ou à raison, peut-être que je me trompe, il ne s'agissait pas de monter la tête, peut-être c'est faux. Du point de vue biomécanique, j'estimais que celui qui était en progrès, c'est celui qui montait avant de se coucher. Donc, premier critère, il monte la tête ou il ne monte pas la tête. 1 point si tu montes la tête, 0 si tu ne montes pas la tête. Deuxièmement, un deuxième critère qui me paraissait plus évolué, une fois que tu es, est-ce que tu as enclenché une rotation ou pas? C'est-à-dire le gars il monte, mais il continue dans sa ou alors. Voilà. C'est clair? Démonstration, pas démonstration. Critère de réussite. Troisième critère, si tu as fait la rotation, tu dois tomber dans cette partie-là du tapis et pas dans celle-là. Tu es tombé dans ce tapis, tu n'es pas tombé là. Critère de réussite. Donc, une note de performance et 3 points de plus possible si les 3 critères étaient réussis ou pas. Critères de réussite, ce qu'on a appelé plus tard les niveaux d'habilité. C'était la tentative pour prendre en compte la façon de faire et non pas simplement le résultat. C'était pas méchant, celui qui était sauté le plus haut sautait le plus haut, mais il pouvait être rattrapé par celui qui sautait moins, mais qui sautait mieux. Alors vous voyez, c'est pas idiot, mais débat, oui, mais est-ce que c'est une note de style? Pourquoi ce critère? Pourquoi pas un autre? Pourquoi 3 points? Ouais, débat. Bon, et c'est sur cette base-là qu'on a commencé en éducation physique à faire quelque chose d'extrêmement compliqué, c'est-à-dire tenir compte à la fois du résultat et de la façon, de la manière d'obtenir le résultat. Et donc, dans les années 83, 85, 86, commission verticale, il y avait des commissions dites horizontales qui réunissaient l'ensemble des disciplines, il y avait une belle ambition de coordonner tout ça. Et donc j'expliquais ça, moi, à mes collègues des autres disciplines, notamment le GOF pour l'histoire, mathématiciens, des gens intelligents. Et j'ai dit, voilà, alors je prenais l'exemple du sauveteur. À sauveteur, il y a des petits, il y a des grands. Les grands, ils sont avantagés, c'est normal qu'ils fassent... Et donc je leur donne une note, bien sûr, puisqu'ils réussissent. Mais j'aime bien noter ce que j'ai appris. Donc les petits peuvent sauter mieux que les grands. Et donc, je donne une note. On me regardait, il me dit, bravo, c'est bien, vous avez raison. En même thématique, il y a aussi des petits et des grands, mais on ne tient pas compte des petits. On n'en tient pas compte. C'est-à-dire que dans le système scolaire, il y avait un certain nombre de tâches à faire, on les fait, on ne regarde pas progressivement, notamment en mathématiques, des collègues de CIREM, on travaillait aussi sur la phase, et de plus en plus en pédagogie, mais pour certaines catégories de responsables, c'était du pédagogisme, etc. Ce qui compte, c'est le résultat, et cette prise en compte, etc., n'était pas facilement compréhensible, y compris, comme je vous disais donné l'exemple tout à l'heure, par les parents. Comment mon fils, il saute le plus haut, il n'a pas la meilleure note, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous êtes fous, quoi. Et ça participe aussi de ce qu'on a appelé ce matin le manque d'identité, de clarté, de l'ambiguïté de l'éducation physique. Y compris pour les élèves. Y compris pour les élèves. Pour comment faire comprendre à l'élève cette chose-là. Alors bon, certains enseignants, habiles, ce genre de petits critères simples, pouvaient être compréhensibles. Et ça fonctionnait. Par contre, vous l'avez vu ensuite, et là c'est là où je manque de référence pour vous sortir les textes les uns après les autres, texte de 93 plutôt, l'évaluation au bac, on a fait des choses quand même assez complexes. Les enseignants n'étaient pas toujours prêts à mettre ça, et vous voyez même, il y a eu des dérives tout à fait au début, voulant prendre en compte non seulement la façon de faire, le résultat,
mais aussi la compréhension. Il y avait, à une époque, il y avait un aspect théorique. Et alors, il y avait même certaines... comment ça s'appelait? La connaissance. Alors donc, il y a eu des QCM, il y a eu des dissertations écrites. Alors les autres anciens disaient, mais dissertation, mais c'est moi, sur le sport, sur les valeurs du sport, sur l'olympisme, etc. Mais c'est à moi de le faire, c'est pas à vous. Hein, un QCM, mais bon, alors ça veut dire que, alors il y a même eu une tentative de manuel. Pour la première fois, il y avait un manuel, alors l'élève devait apprendre sur le manuel. Je ne dirai pas qui l'a fait parce que c'est un copain qui est connu de tous et je ne voudrais pas le mettre en difficulté. Plusieurs éléments, sans que pour autant, sur le plan de la recherche comme sur le plan des conceptions, la profession soit toujours d'accord sur ce qu'il y avait à prendre en compte. Et ça nous a aussi coûté un petit peu cher au niveau des représentations de l'identité de la discipline, parce qu'on dit mais qu'est-ce que vous fabriquez, qu'est-ce que vous prenez en compte, qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Et ça continue d'ailleurs, parce que souvent, justement, et d'ailleurs je citais ce matin le cas de Barras, le champion d'Europe du décathlon, il a eu 0 au baccalauréat. Il a eu 0 au CAPES, il a eu 0 au baccalauréat. Parce qu'il n'avait pas respecté ce que la vidéo. Il n'a pas compris, aux épiciliades, il s'en est exprimé. C'est quelqu'un de très intelligent, qui d'ailleurs était un formateur à l'IFR de Montpellier. Mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas qu'est-ce qu'on lui demandait. En plus de ce qu'il savait faire. Parce qu'il n'était pas souvent présent, il n'avait peut-être pas suivi. Mais le prof s'est tenu au texte et il ne rentrait pas dans le texte. Donc 0, bon, ça lui a ni empêché d'avoir le CAPES, ni empêché d'avoir le baccalauréat. Mais quand même. Donc si on n'est pas capable de faire comprendre à nos élèves et à leurs parents le bien fondé d'une évaluation, vous voyez bien que ça nous coûte quelque part cher, du point de vue des représentations et de l'image que l'on donne. Et cependant, si vous reprenez ce que je viens de vous dire, un peu naïvement et un peu rapidement, c'est une perspective strictement pédagogique. Tenir compte de l'ensemble des compétences qui produisent la performance au regard des possibilités initiales. Il est naturel, et ça n'importe quel parent le comprend, que c'est plus ce qui est à valoriser l'écart entre le début et la fin, d'où on part et où on arrive, que simplement où on en est par le hasard des qualités du capital génétique ou du hasard du fait qu'on a pu acquérir ailleurs que dans l'école telle ou telle compétence. Donc, voilà, si vous voulez, ce qui au cours de ces 30 dernières années nous a occupés. Et là aussi, comme je le disais un peu ce matin à propos des contenus, je crois qu'on n'est pas encore arrivé à un système clair, tout simplement, une fois encore, là aussi j'en reviens un peu, vous n'êtes pas obligé de me suivre là-dessus, par manque de recherche approfondie, de point de vue pédagogique, c'est sur ce qu'on évalue, Alors, maintenant, il y a une petite remarque, c'est qu'on n'évalue pas facilement l'éducation, on évalue les apprentissages, mais déjà, ça donne une probabilité, c'est probabiliste vis-à-vis de l'éducation que l'on souhaite. Il y a quand même un hiatus entre ces grandes finalités dont on parlait ce matin, éducatives, et les contenus que l'on propose pour tenter d'y arriver. Et la relation n'est pas facile à établir. Hein, nous ne sommes pas dans le domaine des sciences exactes. Ce n'est pas parce que je fais ceci ou cela que j'obtiendrai la socialisation de l'individu, ou j'obtiendrai un meilleur rapport à lui-même, ou un meilleur rapport à l'environnement. Mais il y a des... On a, je crois, suffisamment expliqué ce matin, il y a quand même une relation probabiliste et elle est à travailler. Et puis, mais il faut quand même qu'un système d'évaluation soit concret, compréhensible des élèves, et c'est quand même une chose très importante parce que je continue à le penser, en tant que un peu spécialiste des apprentissages lorsque j'étais à l'université, il n'y a pas d'apprentissage sans évaluation, sans connaissance des résultats. Et si vous la différez dans le temps, plus vous la différez dans le temps, plus vous ralentissez les apprentissages. Plus c'est proche, plus c'est concret, plus c'est apporté par le milieu lui-même, d'où mon goût pour l'aménagement matériel du milieu, et du même coup, ça facilite les apprentissages. C'est-à-dire, si pendant que j'agis, je suis informé proprioceptivement d'un certain nombre de choses, je peux me corriger.
C'est pour ça que les haies sont très faciles à acquérir, parce que d'une haie sur l'autre, on peut corriger. Par contre, comme je disais ce matin, c'est très difficile au lancer de poids, parce qu'il y a le maximum de choses à faire dans le minimum de temps, et qu'on n'est pas informé à l'instant T de ce qui s'est produit. Le pire de ce qu'on a vu dans ce domaine-là, c'est ces fameuses modes purement mercantiles. On filme l'individu au ski, et puis le soir, après un bon repas, après avoir fait la raclette, on se montre au cinéma et on croit que ça va faire progresser. Ah, c'est moi ça? Vous avez bien vu, toutes les expériences, vous l'avez faites. La première fois qu'on se voit, on ne se reconnaît pas. Et s'il y a un laps de temps entre le moment où vous avez fait et le moment où vous vous voyez, ça n'est pas utilisable. Ce qu'il faut, c'est immédiatement, au moment où vous avez fait, avoir un retour d'information, que ce soit par une image, par un verbe, etc. Et si c'est le milieu lui-même qui vous informe, vous êtes absolument gagnant, parce que dans la situation immédiate qui suit, vous allez corriger. Et pour vous dire l'importance de l'évaluation, en un mot rapidement, quand avec mon ami Famon, on s'est amusé à faire des expériences sur l'aménagement du milieu du ski, ce qui marchait le mieux, c'était comment il appelait ça, le serpent sur la neige, parce que le gamin de 3 ans à qui on pouvait dire n'importe quoi, il ne comprenait rien, bien sûr, il n'avait pas de problème. On pouvait démontrer n'importe quoi, on ne voulait pas. Ils essayaient de suivre le serpent, et puis quand il sortait, il voyait bien qu'il sortait, pas la peine de lui dire. Et il essayait de revenir, et puis il trouvait un moyen, ou pas, et puis par essai, par erreur, il revenait sur la trace, et il finissait partout. Et puis bon, c'est ce qu'on peut complexifier ces choses-là. Alors que traditionnellement, le jeune individu faisait un truc, il faisait bien, lui, il avait tourné. Mais après, en haut, au bout du tir aux fesses, un quart d'heure après, le bon, il te dit, tu sais la fois, tu t'as pas bien fait. Hein. Entre-temps, il avait discuté avec son copain, il avait truc, il était tombé 4 fois. Aucun rapport avec les sensations, aucun rapport avec ce qu'il avait fait. Donc, ça ralentit d'autant les apprentissages. Voilà. Donc, l'importance de l'évaluation, elle a pris dans ces 30 dernières années pour 2 raisons. Pour une raison institutionnelle et pour une raison fondamentale. La raison fondamentale, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage. C'est un facteur, comme la motivation d'ailleurs, c'est un facteur essentiel de l'apprentissage, qu'on ne peut pas négliger, la connaissance des résultats. Et l'autre côté, le facteur institutionnel, où on nous demandait, plus qu'avant, pour des raisons, vous voyez, de notes au baccalauréat, mais aussi, de façon plus ambiguë, la société nous demande, vous êtes à l'école, vous avez des responsabilités, dites-nous ce que vous obtenez et ce que vous faites. Et aujourd'hui, ça prend une tournure excessive de mon point de vue, l'obligation de résultat. Et vous voyez qu'on n'est pas armé méthodologiquement pour véritablement démontrer l'action éducative que nous avons sur nos élèves. Et on nous demande une obligation de résultat et les notes le laisseraient entendre. Et c'est très ambigu, je le rappelais aussi ce matin, parce que si on regarde les notes, elles sont bonnes au baccalauréat. Donc qu'est-ce que vous demandez des heures de plus? Qu'est-ce que vous demandez des enseignants de plus? On a des bonnes notes. Donc on n'est pas en difficulté. Les élèves sont bien formés, sont bien éduqués, vous leur donnez des bonnes notes. Alors pourquoi on donne des bonnes notes? Pourquoi? Vous voyez bon. Donc voilà le problème que j'avais au moment où je suis parti à la retraite. Voilà. Voilà. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci M. Hébrard. Oui, ça pose en effet des questions, l'évaluation. C'est vrai qu'un enfant de 8 ans en athlétisme, sans EPS, sans sport, quand il aura 14 ans, il va progresser. Il va courir plus vite, par exemple, ou sauter plus haut. La croissance. Quid, bien sûr, donc quid un petit peu parfois de l'EPS. Alors qu'est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'on peut se dire à un moment donné, si on est sur une évaluation liée à une performance, on sait bien que parfois on peut être mal à l'aise dans une situation par rapport à la vie de tous les jours. Si on prend par exemple la natation, on peut aller très très vite d'un point de vue du chrono, par rapport à nos repères anthropométriques, etc. Et on peut être moins à l'aise dans l'eau. Donc ça pose la question aussi de la performance et d'être à l'aise dans l'eau. Donc si on reprend un petit peu ce qu'on a vu ce matin, si on est sur l'exercice, qui va plutôt aller sur une technique, si après on passe à la tâche, qui va plutôt aller sur des habiletés motrices, est-ce qu'on ne peut pas se poser une question sur l'évaluation qui serait prendre en compte la situation, qui serait au type de ce cas-là éducative, motrice, pour aller vers peut-être un concept de conduite? Oui, alors ça c'était bien sûr une tendance. Par exemple, l'exemple qui me vient à l'idée en vous écoutant, c'est le savoir nager. Évidemment, on faisait de la natation, on pouvait simplement se satisfaire de la table de Tessier, de la brasse ou du crawl. Et
puis c'est un indicatif effectivement de niveau d'apprentissage, mais dont on ne sait pas très bien d'où il venait, si c'était des qualités physiques particulières ou si c'était le fruit véritablement d'un apprentissage. Et puis ensuite, on peut s'apercevoir que quelqu'un était capable de faire 25 mètres quasiment à l'apnée, assez vite, sans être un vrai nageur. Alors donc toute évaluation suppose, dans un premier temps, de définir ce que l'on veut évaluer et ensuite d'avoir la méthode. Donc, par exemple, sur la natation, qu'est-ce que c'est que savoir nager? Donc on est allé vers une définition du savoir nager qui n'était pas simplement d'aller d'un point à un autre rapidement, mais qui était une sorte d'être à l'aise dans l'eau, de pouvoir franchir les obstacles, d'aller dessous, dessus, c'est-à-dire toutes les situations, les conduites possibles et imaginables qui nous paraissent utiles et souhaitables dans le cadre de la natation et surtout utiles pour l'individu, ne serait-ce que de façon très utilitaire, pour se sauver. Là, il y a encore un côté, évidemment, sécurité, qui est encore plus immédiat, même si ce n'est pas le seul. C'est-à-dire être à l'aise dans l'eau, c'est-à-dire avoir fait l'expérience du milieu aquatique, qui n'est pas un milieu initialement naturel pour les terriens que nous sommes, et donc, à partir du moment où on définit le savoir nager, après, il faut savoir l'évaluer. Alors, évaluer, c'était donc à la fois bien sûr des problèmes de vitesse, mais c'était aussi de résoudre certaines tâches, c'est-à-dire passer dessus-dessous, porter un objet, changer de position, aller au fond, Bon, donc un ensemble de sous-tâches qui nous paraissaient utiles et significatives de ce que nous souhaitions apprendre. Donc le savoir nager a abouti à un certain nombre de critères que l'on peut aujourd'hui évaluer et qui n'est pas simplement le résultat d'une performance au sens chronométrique. Voilà. Donc, et ça, je pense que c'est facilement compréhensible pour les parents. Et là, l'exemple de la natation, parce qu'il y a ce côté utilitaire, évidemment, est favorable pour le faire comprendre, plus qu'ailleurs. Parce que là, on voit bien, on voit bien disons, l'ensemble des conduites qui peuvent permettre à un individu d'être à l'aise dans un milieu qui n'était pas traditionnellement son milieu. Voilà. Et donc une sorte d'adaptabilité, et du même coup, si on veut philosopher, etc., l'adaptabilité, l'intelligence, c'est-à-dire que quelqu'un devient intelligent, il s'adapte à un environnement. Et puis il est capable d'affronter de nouvelles difficultés. Et puis on va passer de la piscine à l'eau vive, qui sont d'autres contraintes, plus aléatoires, alors que dans la piscine, nous sommes encore dans un milieu standardisé, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas parce que l'eau est molle qu'on n'est pas dans un milieu fixe. Je regarde Pierre par le bas, parce que voilà, les descriptions et les logiques de l'activité. L'eau vive et la piscine, c'est deux choses différentes. Mais effectivement, le bon nageur, l'adaptabilité, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre et d'agir dans le monde avec le maximum d'efficacité, pour sa sécurité, pour son plaisir, et voilà. Alors, petite dernière question, après je vais laisser l'échange avec le public, mais j'ai noté deux, trois petites choses. Vous avez dit à un moment donné, l'évaluation, il faut passer par le pourquoi. Il faut avoir une petite démarche scientifique sur un concept, c'est-à-dire pourquoi évaluer. On est dans l'entre-deux, on l'a dit tout à l'heure, il y a des causes, on va dire, institutionnelles. Après, on peut passer au quoi et après au comment. Alors, dans le quoi, c'est vrai que c'est étonnant parfois. Dans les années 2000, certains collègues m'avaient appelé évaluation du tennis en double, tennis de table en double. Alors, déjà, il y a très peu d'échanges, il fallait donc essayer d'évaluer au bac deux partenaires qui ne s'échangent pas une balle. Bon, ça a été enlevé au bout d'un an et demi, mais ça m'avait amusé dans quelques conférences. Après, on peut s'interroger sur l'intervention écrite pour entrer dans le dossier scolaire, le volleyball, où en général, on sait bien quand on fait du volleyball pour évaluer, il y a un service, on espère une réception, donc le ballon passe 2 fois le filet. Au sport collectif, j'avais des grilles également pour les concours, aussi bien le CAPEPS ou premier degré, où on avait une grille tellement complexe pour trouver les critères pertinents pour évaluer un individu dans du collectif. Toute la problématique, bon, Anthony n'est pas là, on ne va pas lui poser la question, mais on lâchait bien sûr du regard la grille, sinon on ne pouvait pas regarder les élèves. Donc grosso modo, on évaluait à peu près. Alors, vous avez répondu un petit peu sur le pourquoi, sur le quoi on peut se poser la question, quoi évaluer, après comment, quels critères pertinents pour pouvoir avoir une évaluation digne de ce nom. Alors là, on rentre dans les points de méthodologie, et là, donc, ça devient effectivement tout à fait intéressant, mais aussi tout à fait complexe. Parce que si je reprends l'exemple, ce que vous abordez,
comment le prendre? Décrit. Bon, donc, on part sur l'idée, j'apprends quelque chose dans le but éducatif, mais ce quelque chose correspond à un certain nombre de tâches, et l'individu va les faire ou pas les faire, avec en rapport avec ce qu'on appelait autrefois des capacités, ce qu'on appelle aujourd'hui un certain nombre de compétences, et on peut rechercher au travers de ce qui est fait les compétences mises en œuvre. Bon, c'est déjà un peu compliqué. Mais enfin, pourquoi pas, et quelles que soient les difficultés, mais ça revient pour moi, au-delà du langage sémantique, compétences générales, compétences particulières, capacité, aptitude, toutes choses qui rendent les choses apparemment compliquées, alors que de fait, il y a un certain nombre de ressources qu'on met en œuvre pour faire et faire faire. Bon, je reviendrai si vous voulez. Mais pour moi, c'est beaucoup plus simple. Reste un problème de langage. Toujours est-il que je fais quelque chose, il y a un certain nombre de ressources qui sont nécessaires pour faire cette chose-là, et je peux, par conviction ou par réflexion fondée de façon scientifique, définir, aujourd'hui, je pense que pour faire telle ou telle chose, il faut telle ou telle capacité, telle ou telle compétence, tel ou tel savoir-faire, particulier ou général, le définir, et puis ça n'aura de sens que si je suis capable de l'évaluer. Alors, donc, des critères d'évaluation. Mais pour moi, l'évaluation, que ce soit sur le plan des conduites motrices ou du plan des conduites plus intellectuelles, et je ferai le parallélisme entre les copies du CAPES ou de l'agrégation et l'évaluation au baccalauréat de nos élèves. On a abouti à des grilles. J'en ai vu, les collègues avaient des grilles, les élèves avaient des grilles qui devaient s'auto-évaluer, parce que, là aussi, tout à l'heure, j'ai évoqué rapidement l'importance de l'évaluation. Mise en œuvre, bon, c'est déjà un peu compliqué. Mais enfin, pourquoi pas, et quelles que soient les difficultés, mais ça revient pour moi, au-delà du langage sémantique, compétences générales, compétences particulières, capacité, aptitude, toutes choses qui rendent les choses apparemment compliquées, alors que de fait, il y a un certain nombre de ressources qu'on met en œuvre pour faire et faire faire. Bon, je reviendrai si vous voulez. Mais pour moi, c'est beaucoup plus simple. Reste un problème de langage. Toujours est-il que je fais quelque chose, il y a un certain nombre de ressources qui sont nécessaires pour faire cette chose-là, et je peux, par conviction ou par réflexion fondée de façon scientifique, définir, aujourd'hui, je pense que pour faire telle ou telle chose, il faut telle ou telle capacité, telle ou telle compétence, tel ou tel savoir-faire, particulier ou général, le définir, et puis ça n'aura de sens que si je suis capable de l'évaluer. Alors, donc, des critères d'évaluation. Mais pour moi, l'évaluation, que ce soit sur le plan des conduites motrices ou du plan des conduites plus intellectuelles, et je ferai le parallélisme entre les copies du CAPES ou de l'agrégation et l'évaluation au baccalauréat de nos élèves. On a abouti à des grilles. J'en ai vu, les collègues avaient des grilles, les élèves avaient des grilles qui devaient s'auto-évaluer, parce que, là aussi, tout à l'heure, j'ai évoqué rapidement l'importance de l'évaluation dans les apprentissages, et on passe aussi d'une évaluation externe à une évaluation personnelle, de l'extéroceptif au proprioceptif, une évaluation externe apportée par le professeur ou le milieu à une évaluation personnelle, et c'est là le signe d'une évolution. Fin de la parenthèse. Toujours est-il que je me trouvais en inspection face à des grilles tout aussi intelligentes les unes que les autres, mais qui n'ont de sens que pour celui qui l'a fait. Extrêmement difficile de les partager. Et deux attitudes. Il y a ceux qui sont contre les grilles. J'ai eu des collègues que l'on a bien connus, Claude Prévost, qui disait voilà, il faut mettre les gens derrière des barreaux, les grilles d'évaluation, en prison. Pourquoi? Parce que, en tant que clinicien, il savait bien que les conduites humaines, qui ne sont pas simplement des comportements observables, mais qui ajoutent au comportement les intentions, le sens, les motivations, il y a quelque chose qui échappe. C'est-à-dire que dans les grilles, il y a toujours une case divers. On n'arrive pas à mettre tout. Hein? Voilà. Alors, quand je fais les grilles, quand au CAPES on fait les grilles, ça a de sens pour obliger les évaluateurs à se mettre d'accord. C'est-à-dire que plutôt que de mettre une note globale, dire ah ben ça c'est une bonne copie, hein, 18. Ah ben moi non, je ne peux pas, bon, hein, 0, 2. Ah, pourquoi? Si on parle là-dessus, on n'arrive pas à avoir un discours. On fera la moyenne, il aura 10.
Nul. Si ces deux correcteurs se mettent d'accord en disant mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne copie? Une problématique, une compréhension du sujet. Un critère. Est-ce que dans l'introduction, il a compris le sujet, il est problématisé, c'est pas un naïf? Bon. Deuxièmement, capacité d'expression. Est-ce qu'il est capable de s'exprimer correctement par rapport à ce problème? Il a trouvé la question, mais il n'est pas capable de s'exprimer. Il écrit en travers, il y a 4 fautes, il n'y a pas de syntaxe. Bon, il s'exprime, d'accord, mais est-ce qu'il a des références? Est-ce que c'est son bon sens? Ou est-ce que c'est... Il a travaillé, il est capable de situer sa pensée par rapport à d'autres? Références, on va développer. Et comme ça, vous voyez, je peux faire un certain nombre de critères. On est le jury, on se met d'accord. Est-ce que c'est important ou pas? On peut donner un petit poids, 4 points, 5 points, 6 points. Donc, on a une grille. Dans chacun des points, qu'est-ce que c'est qu'une bonne problématique? On peut détailler. Et avec ça, vous avez des gens qui sont fanats de ça et qui vont vous faire une grille avec 60, 70 critères. Et quand ils corrigent la copie, hop, celui-là, hop, une croix, hop, une croix, hop, une croix, et puis après on fait le total des croix, etc. Et puis ça colle pas. Il reste quelque chose. Ah ben oui, il y a beaucoup de croix, mais il n'a rien compris. Vous voyez, il y a, ou au contraire, il n'y a pas beaucoup de croix, mais quand même, par rapport à la précédente, c'est pas si mal que ça. Donc, moi je faisais des grilles comme ça, je mettais note calculée, note globale. Et puis il y a un jeu entre la note calculée et la note globale. C'est-à-dire que, quand même, au bout de 5 minutes, je me disais, c'est pas mal ça. Donc, je mettais plus de croix qu'à celui auquel, quand je commençais, c'était moins bien. Donc, ma note calculée, elle tombait sur ma note globale. Mais qu'est-ce qui dirigeait? La note globale ou la note calculée? Vous voyez, c'est un jeu. Alors, il y a ceux qui sont très positivistes, qui sont très comportementalistes, behavioristes, dit-on, et qui aiment bien ces croix, et qui s'en tiennent à ça, et qui avec une rigueur, ah mais non, et qui vont se battre, non, là-dessus, etc. Et puis il y a ceux qui sont plus, vous voyez, et dans un jury, heureusement, on faisait en sorte qu'il y en ait au moins 3, et que ça s'équilibre, et grâce à ces grilles-là, bon, ouais, je ne vais pas faire le truc, mais c'est pour vous dire le problème, c'est quand même un problème réel. Dès que l'on touche à quelque chose qui n'est pas strictement objectif, où il n'a pas la mesure, hein, et où il y a une appréciation, une interprétation des choses, ça suppose débat, ça suppose approximation, et j'avoue que pour avoir préparé les jurys de cette façon-là, ça n'évitait pas les accidents, ça n'évitait pas les choses bizarres, notamment que, bon, il y avait souvent 2 correcteurs, et malgré ça, il y avait des oppositions, il fallait qu'un troisième vienne finalement le tiers médier donner raison à l'un ou à l'autre, et je ne prétends pas que grâce à ça, les gens aient été évalués de façon très juste, mais plus juste en tous les cas que s'il n'y avait pas de grille d'évaluation, s'il n'y avait pas un discours préalable sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de regarder, qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer. Avec, vous voyez, les approximations du moment. Et ceci est vrai pour les copies du CAPES, ceci est vrai aussi pour les inspections. Vous, jeune professeur, un inspecteur va venir, vous aurez des inspecteurs qui ont leur grille avec de multiples cases, voyez, voilà, et qui vont noter en fonction, est-ce qu'il s'exprime bien devant ses élèves, est-ce qu'il a été compris, est-ce que ceci, est-ce que cela, bon, et puis en fonction de ça, malgré tout, il y a l'appréciation, mais ça vaut, pourquoi? Ça vaut à condition de vous le mettre sous les yeux, en disant, voyez, j'ai vu ça et ça, voilà, de l'objectiver. Moi, lorsque j'étais donc inspecteur, j'en avais le loisir, donc je faisais systématiquement de l'autoscopie. C'est-à-dire que pour l'évaluation de jeunes collègues, moi je ne m'embêtais pas, je filmais avec ma petite caméra, c'était commode, je filmais. Quand on a un peu l'habitude, très vite on voit les séquences, je ne filmais pas tout, on n'avait pas filmé 2 heures de trucs, mais hop, je voyais les moments un peu critiques, le moment où l'enseignant arrive avec sa classe qui rentre. Très significatif, c'est comme l'introduction d'une copie. De l'enseignant qui arrive, les élèves qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire, qui disent hey, monsieur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, etc. Ouh là là, bon, il n'y a pas d'organisation. Ou l'enseignant qui hésite, qui cherche ses bas. Et puis il y a ceux qui sont très à l'aise, qui discutent avec les élèves, qu'est-ce que tu as fait la dernière fois, etc. Et les enfants qui commencent à se mettre en place. Ça y est, il a le bon note, c'est pas la peine de regarder s'il fait les programmes, s'il fait pas la truc. Bon, il a sa classe en main, le truc, les enfants se sont... Non, mais c'est ça, la cohérence, qu'est-ce que c'est que... Et on a fait, avec Marc Durand à l'époque,
on a fait de multiples analyses de trucs. Qu'est-ce que c'est que l'expert? Il n'y a pas deux experts qui font la même chose. Il n'y a pas un modèle du bon enseignant. Comme il n'y a pas un modèle du bon élève, comme il n'y a pas un modèle du bon élève éduqué physiquement. Il y a des gens qui ont des qualités et qui ont une cohérence. C'est-à-dire que moi j'ai vu des enseignants complètement, ce qu'on appellerait, excusez-moi le mot, bordéliques, ça partait un peu, mais ils récupèrent un moment, tac, tac, et il se passait des choses parce qu'ils avaient l'intelligence du milieu et ils savaient saisir des choses dans une sorte de désordre apparent, et à partir de là, les élèves réalisaient et travaillaient et apprenaient. Puis il y a d'autres que pédagogie au millimètre près, tout était prévu. Tu rentres là, tu fais ci, premièrement, deuxièmement, troisièmement, assis, hop, on expliquait, troisième, allez, hop, tout le monde. Vous voyez, une sorte on ne pouvait pas échapper, un dirigisme excessif, mais les élèves habitués, rassurés, ça marchait. Quel est l'expert? Quel est l'expert? Quel est l'expert des deux? L'expert, c'est celui qui, au bout du compte, par des chemins différents, et compte tenu de sa personnalité. Le pire, c'est un autoritaire qui ne veut pas l'être. Alors là, c'est terrible. Ou l'inverse. Une fois, c'était au Canada, je ne sais pas quoi. Je vois arriver un jeune collègue, ça ne marche pas. Les élèves étaient complètement perdus. Il avait Horard comme inspecteur, il avait lu qu'il fallait faire de l'aménagement du milieu, il n'en faisait jamais, il s'était cru obligé d'en faire. Les élèves n'en avaient jamais fait. D'un seul coup, il avait des trucs avec des foulards, des piaux, etc. Les élèves complètement perdus. Et lui, commençait à transpirer, ça ne marchait pas, évidemment. Je lui ai dit, écoutez, faites comme d'habitude. Le gars est rassuré, il a fait comme d'habitude, ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Il n'a pas évalué, là. Mais si, je l'ai évalué, je l'ai évalué, et ça marchait très bien. Et les élèves ont appris une autre voie que celle qu'ils pensaient devoir prendre. Bon voilà, donc, vous voyez, donc dans l'évaluation, c'est quel est son objectif, quel est l'objectif que j'ai, est-ce qu'il est atteint ou pas. Et cet objectif, il peut être perçu de façon intuitive, on pourrait dire, globale, ou au contraire, de façon très systématique. Entre les deux, c'est un peu ce que j'ai dit ce matin, moi je ne choisis pas. J'essaie de tenir compte de ces deux éléments, cette tension entre une objectivisation et une évaluation. Et quand j'étais parti là-dessus, vous voyez, moi j'aime bien faire des trucs. Je reprends l'exemple de l'auto-évaluation. Je filmais, on s'est assigné après, tous les établissements en deux, comme était assez pour moi, on mettait juste le film, puis je regardais. Je dis, parle-moi de votre... Alors le gars, il regardait, et puis il dit, ah mais tiens, je n'ai jamais vu ça. Moi. Ah mais oui, c'est bien sûr que c'était jamais vu. Bon, et puis là, c'est objectif, vous ne pouvez pas dire, c'est l'inspecteur qui l'a dit. On voyait ce qui se passait, et lui-même pouvait prendre conscience à la fois de ses on en parlait, de ses forces et de ses faiblesses, des choses qui n'allaient ou qui n'allaient pas, de façon objective. L'objectivisation, c'était l'écran, même si c'est faux, par rapport à ce que j'aurais pu lui dire. Vous savez, à tel moment, dans la leçon, vos élèves ne vous écoutent pas. Ça, c'est l'inspecteur qui le dit. Hein. Quand vous l'avez sur l'écran, que vous voyez que tous les élèves se sont... Bon, là aussi, je fais des anecdotes. Professeur agrégé, matin, je voyais sur tout côté de Béziers, un stade magnifique, un grand stade. Tout seul pour lui, l'arrosage, un temps impeccable, il ne faisait pas chaud. Alors, leçon de sprint. Bon, très bien, la tout ça, s'obligeant à faire des exercices. D'abord, l'échauffement, agglutiné. Alors c'était très marrant, vous voyez, une classe agglutinée qui se donnait des coups parce qu'ils étaient trop près les uns des autres, bon, enfin, agglutiné. Pour avoir le professeur bien là de ses élèves, et dans ce grand stade, une sorte de boule qui faisait des exercices. Après, alors par rang, hop, lever le pied, lever le machin, lever le genou, alors bon, on partait à l'amble, un ou deux pas, c'était pas ça, on revenait derrière je filme, le gars lui-même, bon, il attendait son tour, il racontait, ok, tu as vu le film hier, etc. Bon, vous voyez, bon. Et l'enseignant, n'arrêtant pas de parler, que donnant des conseils à chacun, etc. Bon, et puis moi je filmais, et puis je voyais, et puis la collègue l'a bien vu, etc. Il faisait 5-6 mètres, il retournait, etc. Derrière, et le temps d'expliquer, de s'asseoir, tout le monde a compris, on y va, les parents. Bon, au bout de 2 minutes, 3 quarts d'heure, ils avaient dû faire 120, 130 mètres au total, en 6 ou 7 répétitions. Comme c'est Béziers, il faisait un peu chaud, il faisait beau, on fait un peu la pause. Madame, on peut aller boire?
Et là, je les filme. Tchou, 250 mètres à fond. Bon, les genoux impeccables, etc. pour aller voir et revenir. 250, 500 mètres. Parfait, sprint. Alors là, si vous le dites, si vous le racontez, c'est une anecdote, j'ai pas fait que ça, etc. Quand l'enseignant a vu ça, mais elle n'était pas... Elle dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Elle a pris conscience, donc c'est de l'auto-formation. Donc là, il ne s'agit pas de se pénaliser ou pas. Elle était capable de faire autre chose, mais pris dans la classe, pris dans notre... Elle le voit, on ne le voit plus. L'enseignant est face, quand il parle d'elle, il croit que tous les autres... Mais c'est bon, voilà. Donc, voilà, donc vous voyez... à la fois la nécessité d'avoir un minimum d'objectivisation et, d'un autre côté, rechercher une cohérence qui ne s'exprime pas nécessairement par des critères. Voilà. Et donc... Bon, on va laisser la parole au public. Alors, oui, je tiens oui. quand même de l'inspecteur général des points de croix, déjà. Oui, des croix, ça je savais les faire, les croix. Bien.